Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce deuxième webinaire organisé par l'événement Data Days sur comment l'intelligence artificielle challenge les cabinets de conseil. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi, enfin virtuellement autour de moi, euh, Jean-David Benassouli, donc qui est associé responsable de l'activité data intelligence pour PwC France et Afrique francophone. Jean-David a pour mission de piloter les équipes et les activités en matière de data analytics et intelligence artificielle au sein des différents métiers de PwC. Et c'est un ex-Accenture, ex-Capgemini, donc cabinet de conseil à fond. Charles Dady, qui a fondé la société Factonix en 2017 et qui développe une marketplace interne pour l'entreprise, enfin pour les entreprises afin de centraliser et diffuser des algorithmes d'intelligence artificielle, et qui est un ex-Equimetrix, ex-Natixis. Et enfin, Alvin Ramigoldin, corporate vice-président intelligence artificielle et big data chez qui est ex-GFI informatique. Et sa mission est d'animer les nouvelles BI, big data et intelligence artificielle, avec notamment 700 consultants et experts et ex-EMC, ex-CGI. Donc, je vous propose, messieurs, enfin, vous avez le droit de me corriger si je me suis trompé dans vos présentations, et je vous propose de démarrer tout de suite par la première question et je vais vous partager une présentation sur l'IA, enfin l'intelligence artificielle, comment elle challenge aujourd'hui les cabinets de conseil. Parce qu'en effet, on pouvait s'attendre à ce qu'elle s'attaque surtout aux métiers à faible valeur ajoutée. Et au final, elle commence à s'attaquer à des métiers où le côté intellectuel est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort. Comment, enfin, vous voyez l'intelligence artificielle dans vos différents métiers? Est-ce que pour vous, c'est un ami ou un ennemi du conseil? Donc peut-être Jean-David pour commencer. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, pour moi, c'est assez clair, c'est 100% ami pour plusieurs raisons. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, PwC France au Maghreb, on est à une communauté à peu près de 300 experts de la data, dont 50 data scientists. Et ces dernières années, on n'a pas du tout vu arriver l'IA comme un ennemi, on l'a plutôt vu comme d'énormes sources d'opportunités, à la fois de croissance, à la fois en nombre de missions, à la fois en typologie de missions. Et donc, j'y reviendrai un peu plus avant sur les nouveaux modèles, mais le déploiement à la fois de l'IA, mais aussi du cloud, a permis à des acteurs du conseil qui venaient pas forcément d'ailleurs d'un monde purement technologique, d'intégrateurs et d'hébergeurs, de se développer largement et d'apporter à la fois aux équipes de consultants des nouveaux outils, on en parlera dans la prochaine mission, mais aussi et surtout d'apporter plus de valeur dans le cadre de nos missions. Quand on travaillait sur des échantillons, on va travailler sur l'exhaustivité des données. Quand on travaillait avec des fichiers Excel et du PowerPoint, on va travailler sur des data visualisations. Quand on travaillait avec des prédictions, on va travailler sur des modèles d'IA avec nos clients. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir plus d'opportunités pour nos équipes, mais surtout d'être plus impactant chez nos clients dans le cadre de nos missions de conseil. Ok. Chez vous, Charles? Alors, avant tout, bonjour à tous. Effectivement, je vais aller en partie dans le même sens que Jean-David. Néanmoins, je vais mettre quelques réserves. Puisque de manière générale, le conseil ne se limite pas au conseil sur des sujets data. Et je vais, avant de parler de ces nouvelles missions au niveau de la data science, élargir un peu le débat au niveau du conseil en général. Aujourd'hui, ce matin, lorsque je me suis réveillé, je voulais comprendre quel était l'état des marchés obligataires en Europe. Il m'a suffi de demander à Alexa et d'accéder au service Ask UBS, où il y a eu un partenariat qui a été créé avec la banque d'affaires UBS pour donner des services, des conseils financiers à l'ensemble de ses clients. Par cet exemple, on voit qu'effectivement, l'IA s'attaque également à cette industrie qu'elle conseille, à ces professions hautement qualifiées, au même titre qu'elle s'attaque aux journalistes, aux avocats, aux chercheurs, aux développeurs également. Plusieurs tâches peuvent être automatisées aujourd'hui par l'IA,
et qui étaient auparavant réalisés par des consultants. On peut penser à l'allocation budgétaire marketing, on peut penser aux ressources humaines, on y reviendra peut-être. Donc on voit bien que pas mal de tâches qui étaient avant chasse gardée des consultants sont aujourd'hui automatisables via l'IA. Et puis plus généralement, finalement, un consultant, son travail au quotidien a toujours été de collecter de la donnée, de les analyser et de les restituer. On peut penser, on peut se rappeler des armées de consultants embauchés par Walmart dans les années 70 qui comptaient le nombre de clients à la sortie des magasins. Ben, effectivement, si on prend ce genre de tâches, on peut néanmoins considérer que ce n'est pas uniquement une ennemie, il y a, puisque ben, effectivement, cette tâche-là aujourd'hui va être automatisable. On va pouvoir raccourcir son temps et on va pouvoir accéder, tout à fait comme le disait Jean-David, à des données beaucoup plus granulaires, non plus sur des cohortes, mais travailler sur des individus. Et en ce sens-là, c'est également une amie. Donc je conclurai finalement à dire que l'IA bouscule, on y reviendra certainement, le modèle d'affaires du conseil. Elle force le conseil à chercher de nouveaux finalement fondamentaux en termes de valeur, puisque ils peuvent plus, aujourd'hui les grands cabinets de conseil ne peuvent plus uniquement compter sur la marge faite par l'humain, puisque finalement, grâce à l'IA, on a besoin de moins d'humains. L'accès à l'information et on voit de plus en plus de difficultés à protéger son capital intellectuel pour un cabinet de conseil, puisque finalement, les données sont disponibles au plus grand nombre. Donc, ça force finalement, au-delà d'être une ennemie, ça force les cabinets de conseil à se transformer. Ok. Alvin. Bonjour à tous. Oui, merci David pour cette invitation aussi. Je reprendrai un petit peu les termes de mes deux amis là, qui brossent une carte très intéressante. On oublie aussi le dialogue entre les cabinets de conseil et puis les clients, potentiellement dans l'affaire. Ce que Charles le souligne, en fait, c'est l'arrivée et l'introduction de l'UA sur l'ensemble des étages, l'automatisation des lignes métiers, soit en support, soit en vertical, soit en spécialisation. Aussi renvoie les clients sur une posture de changement. Il peut avoir plusieurs drivers. Donc, ça peut être un driver réglementaire, ça peut être un driver issu de la pression de la compétition. On a cité Walmart, notamment. C'est exceptionnellement changé sur sa plateforme data depuis plusieurs dizaines d'années, hein, quasiment. Ils avaient un Teradata à 2 péta5 de données pour faire l'analyse des tickets de caisse à une époque. Ils sont passés sur un système méga plateforme online avec de l'analytique et des interactions dans des sphères d'échange avec les clients et puis différentes familles de clients avec des acteurs un peu comme dans les télécoms avec les réseaux sociaux. Du coup, le cabinet de conseil, dans tout ça, en fait, il est un peu éclaireur sur des différentes maturités chez les clients en termes de perception de l'IA, qui peut-être chez elles, peut-être la vraie question ami ou ennemi, en fait. Le cabinet de conseil, c'est celui qui va catalyser cette transformation et va opérer de façon réaliste le changement en faisant de façon composite des échanges avec un COMEX, avec des entités spécialisées, avec potentiellement des rôles autour du CDO, on y reviendra aussi, et ses équipes spécialisées, mais sans oublier toute l'architecture de données disséminée dans l'architecture d'entreprise. Donc ça touche essentiellement l'ensemble de l'entreprise jusqu'à ce que mentionnait Jean-David, la partie hébergeur, parce qu'aujourd'hui, il y a le cloud qui arrive et qui vient démocratiser tout ça au niveau informatique, mais vient aussi raisonner sur des peurs, hein, parce que la donnée, où est-ce qu'elle se situe, est-ce qu'elle peut être finalement contenue, notamment sur des pays ou des zones géographiques comme l'Europe, et protégée par rapport soit à des patriot attacks d'un côté, ou soit à une menace potentiellement de l'Est, comme on en vit souvent. Voilà, donc c'est quelque chose qui finalement va animer le cabinet de conseil sur d'autres dimensions qu'il avait auparavant en son sein et qui va se diversifier sur son volet technologique. Et on voit des nouveaux acteurs aussi spécialisés qui viennent apporter des réponses complémentaires. Alors justement, je continue et j'enchaîne sur la deuxième question et je repars sur toi, Alvin. Aujourd'hui, c'est quoi la place des consultants et qu'est-ce qu'on attend d'eux par rapport à ce qui était avant l'intelligence artificielle? Comment leur métier a évolué? Et je vais prolonger même la question sur les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'éditeurs de logiciels qui proposent des solutions d'IA quasiment prêtes à l'emploi pour des clients qui étaient vos clients habituels. Comment vous êtes challengé par rapport à ça et comment vous évoluez dans ce contexte? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'effectivement, tu vois,
Si on fait un peu la photo de l'évolution de la valeur ajoutée de la donnée, il y a eu les infocentres, les dataware, les enterprise data warehouse, à peu près une vingtaine d'éditeurs sur le marché français en tout cas, qui se donnaient un peu le change. C'était déjà assez complexe. Et puis est arrivé un peu plus le sujet du big data il y a une dizaine d'années en France aussi, avec moins d'acteurs, mais plus de moteurs technologiques, et c'était autrement complexe. La complexité, c'était de déplacer vers ces moteurs et vers comment on architecture le système d'information dans son ensemble. Moi, je me rappelle des débats il y a une vingtaine d'années sur le SOA en entreprise. Voilà, donc est-ce que c'était on allait y arriver? C'était presque un Graal. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur des plateformes soit data centrées, mais dans le cloud, donc des nouvelles data platforms. Et maintenant, on est en train de réfléchir sur l'étage de valorisation de la donnée. On est rentré dans cette sphère de l'étage de valorisation de la donnée. Redéplacement de la complexité, c'est plus tant sur l'axe technologique qui s'est simplifié avec les hyperscalers et les Snowflake & Co. Et puis des nouvelles solutions, on peut quand même citer en France des belles solutions comme Dataiku, qui sont connues maintenant mondialement, et qui viennent apporter des réponses assez simples chez nos clients, mais qui va repousser finalement la valeur ajoutée chez les acteurs métiers, des décisions côté COMEX stratégiques sur des tropismes pour pouvoir prendre des orientations de développement d'activité ou d'optimisation en tant que réduction de coûts, ça s'appelle le TCO. Et donc, nos consultants, ils doivent être un peu à la croisée de tout ça. Et finalement, leur métier de demain, c'est de comprendre les enjeux sur nos clients par rapport aux drivers externes, internes également, les compétences, les technologies à mettre en action, parce qu'il y a un mix modèle à trouver entre l'intelligence du projet, on parle de l'agilité notamment, et d'autres niveaux. On intègre du digital et du UX UI. On va mettre en place des nouvelles briques technologiques qui vont venir modifier le paysage de l'architecture d'entreprise, et tout ça dans un registre de performance et de sécurité. Voilà. Donc, on a tout ça à traiter. Mais bon, les cabinets de conseil sont plus en majeur ou en mineur sur certains de ces domaines. Et donc, la question qu'on a à côté client, c'est est-ce que vous êtes en capacité de couvrir l'ensemble? La réponse est non. Mais par rapport à un client donné, est-ce qu'un cabinet X, Y, Z, finalement, fit avec le besoin et les attentes du client? C'est plus comme ça que je le verrai. Et nos consultants, là-dedans, essayent aussi de positionner des trajectoires de carrière qui peuvent être très variantes. Parce qu'après, il y a Charles, sans doute, qui va parler des spécialités qui sortent aussi en termes de réponses via ces sujets au travers d'IA. Et ça, c'est une autre complexité à gérer. Je finirai juste par le fait que nous, on a une équipe d'innovation dédiée à ça. Il y a 120 personnes sur Internet qui s'occupent de identifier les startups, les scorer, les positionner, faire des cartes et apporter des réponses, soit d'ensemblier. On prend des expertises en IA et on les colle sur le système d'information. C'est un autre job, il ne faut pas le mésestimer. L'industrialiser ou l'environner pour que ça soit opérant pour le client au final. Ok, je reviendrai par la suite sur les moyens humains. Mais peut-être juste avant, Jean-David, chez PwC, comment vous percevez tout ça, vous? Alors déjà, juste une petite remarque sur ce qu'a dit Charles. Je suis d'accord sur le fait que certains métiers du temps passé par des consultants d'agrégés à données disparaissent. En revanche, pour moi, le solde, il est extrêmement positif. Donc certes, on peut voir que certaines activités diminuent et certaines tâches d'activité de consultants. Mais si on regarde les dernières années, le marché il est en croissance, voire en forte croissance. Là, je parle du marché du conseil au sens large, excepté les quelques mois de la crise, et pas uniquement le conseil sur la partie data et IA. Pour reprendre ce que tu disais, donc moi, je ne crois absolument pas au prêt à l'emploi et aux solutions des nombreux éditeurs et startups qui viennent me voir, moi ou mes clients, pour expliquer que ça va se passer tout seul. C'est absolument faux, ça se passe jamais tout seul, c'est jamais prêt à l'emploi. On voit pas d'IA aujourd'hui qui règle tous les problèmes tout seul, pour beaucoup de raisons. Et ça, c'est une vraie croissance parce que font les consultants depuis la nuit des temps? Qui connaît aujourd'hui les business models? Qui connaît les process dans les entreprises, qui soient des process de supply chain, d'achat, de fabrication? Qui connaît les métiers et surtout à la vision des benchmarks sur différents clients. C'est aussi pour ça qu'on vient acheter du conseil et qu'on vient nous voir, nous les consultants, parce qu'on est présent à la fois sur une industrie, on est présent à la
fois sur d'autres industries. On est présent, et là je parle pour PwC, avec de notre réseau, dans le monde entier. Et donc, quand on vient prendre un consultant PwC, on vient aussi avoir cette capacité à avoir travaillé chez des clients similaires, dans une industrie similaire ou une autre industrie, B2C, B2B. Et le travail, il ne manque pas. Il ne manque pas autour de la stratégie, autour de ces sujets-là, autour de la formation des équipes de nos clients, autour de la gouvernance associée, que ce soit la gouvernance des données, mais aussi tous les sujets réglementaires. Évidemment, la partie data science dont on parlera un petit peu après. Et puis l'audit aussi, hein, l'audit des données, l'audit de gouvernance, l'audit des algorithmes sur lequel, alors notamment dans la partie, dans le secteur bancaire d'ailleurs, avec l'introduction de machine learning et une partie réglementaire, donc on a des sujets d'explicabilité, on a des sujets notamment sur les algorithmes de credit scoring. Okay. Et pour finir, et pour reprendre ce que disait Alvin, je mettrai juste un tout petit bémol sur la partie simplification dans le cloud. Là, je mettrai une grosse nuance. Oui, c'est vrai, avec les hyperscalers, il y a un certain nombre de choses qui se sont simplifiées, notamment des sujets de scalabilité, quand on est chez l'hyperscaler. Mais en réalité, chez tous nos clients, et là je parle des plus gros clients, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que nos clients, ils ont aussi des architectures legacy, ils travaillent avec de l'open data, ils travaillent avec des startups. Les complexités de l'architecture, et là je fais un petit focus sur le conseil en technologie, et notamment sur les sujets d'architecture, que ce soit data ou plus largement, on a des problématiques d'API, on a des problématiques de microservices, on a des problématiques d'intégration de nos amis d'AQ avec qui on travaille d'ailleurs largement sur la base des sources. Donc, des scalabilités, on parle du cloud sur la scalabilité temps réel dans le data marketing, mais derrière, on a des sujets de référentiel de données et de référentiel de données clients à traiter potentiellement avec des contraintes réglementaires. Et donc, de ce côté-là, ça s'est pas du tout simplifié. Je dirais même que ça s'est complexifié parce que on va avoir un Salesforce d'un côté, un data hub de l'autre, la gestion des événements temps réel, et la partie conseil en technologie et notamment d'architecture a besoin de beaucoup de renforts. Je fais un petit appel là aujourd'hui parce qu'on recrute sur ces sujets-là. Alors justement, on va venir justement sur le recrutement par la suite. Et c'est vrai que vous vous rejoignez avec Alvin sur le côté un peu pluridisciplinaire de vos métiers, ce qui fait peut-être aussi votre valeur ajoutée et votre richesse par rapport à un client qui, lui, en général, est sectoriel, ou en tout cas très focus sur un métier ou sur un secteur en particulier. Charles, pour toi, enfin, quel est ton avis? Alors, en effet, moi, je veux partager pas mal de choses qui ont été dites par Jean-David et Alvin. Premièrement, sur la partie sur le solde positif qu'évoquait Jean-David. Bien évidemment, aujourd'hui, le monde du conseil, il continue de croître. Néanmoins, il n'évolue pas dans un environnement qui est le même. On l'a dit, il a changé. Il est attaqué par on appelle les large tech, c'est-à-dire les entreprises, les grandes entreprises technologiques qui vont, elles, posséder la donnée, qui vont posséder des analyses prêtes à l'emploi. Et là-dessus, je me porte en faux par rapport à ce que disait Jean-David, puisque aujourd'hui, lorsqu'on va voir une équipe de consultants de chez Google, voilà, toutes ces advanced solutions de chez Google, on va pouvoir, dans certains secteurs d'activité actuellement en sortie de crise, c'est le cas notamment dans le tourisme, où pas mal d'acteurs du tourisme se tournent vers Google avec des solutions pré-packagées par Google pour bien mieux analyser les flux de touristes et anticiper une meilleure croissance en sortie de crise. Donc on le voit, finalement, les cabinets de conseil sont attaqués malgré tout de différentes parts, par les entreprises large tech, également par les startups qui vont avoir une expertise sur des sujets pointus. On peut penser aux sujets réglementaires en finance, en banque, on peut penser à des sujets autour, par exemple, aujourd'hui du croisement entre données et écologie, par exemple, transition écologique. Donc, il va y avoir des startups qui vont se spécialiser sur certains sujets, et puis il va y avoir également, par ailleurs, des cabinets de conseil qui sont, eux, spécialisés par essence en IA. Donc, il est vrai que néanmoins, les consultants aujourd'hui gardent bien évidemment une large part dans la création de nouveaux business models. C'est eux qui ont malgré tout comme objectif finalement d'amener de l'ordre dans le désordre des organisations, et on est en sortie de crise, donc c'est encore plus vrai. Donc, ils vont devoir bien évidemment ils vont avoir encore plus de boulot. Néanmoins, je dirais moi simplement, si je puis me permettre une sorte de synthèse, c'est que les entreprises vont
si je puis dire, de moins en moins chercher des consultants, mais de plus en plus des consultants data scientists. Autrement dit, aujourd'hui, n'importe quelle, plus que jamais, n'importe quelle mission de conseil consiste à aller analyser des données et potentiellement également faire du développement. Par exemple, si on prend un exemple comme Goldman Sachs, aujourd'hui, ils font quasiment plus de différence entre un sales et un quant, parce que finalement, pour eux, l'un comme l'autre doit savoir développer. Toutefois, je suis complètement en phase sur le fait que les consultants apportent une vision externe à l'organisation et qu'en ce sens, il est impensable de s'en couper, même si les entreprises sont de mieux en mieux équipées d'un point de vue technologique, à la fois sur la partie infrastructure, comme l'a très bien expliqué Alvin. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur sur les 10 dernières années, aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises ont des stacks et ont développé plusieurs stacks big data, notamment sur la partie infra, archi, ont développé également des capacités d'analyse. Mais si on regarde les chiffres, ils sont toujours aussi éloquents. On a toujours 80% des infrastructures big data qui sont surdimensionnées, un nombre très important d'initiatives qui ne passent pas à l'échelle. Donc on le voit bien, effectivement, les entreprises ne peuvent pas tout faire seules. Ils ont besoin de cette expertise externe, de cette expertise finalement qui vient du conseil, cette capacité de s'alimenter de différents secteurs d'activité, de comprendre l'état de l'art. Et en ce sens-là, finalement, le conseil a toujours sa place à jouer au sein des entreprises. Alors, justement, vous l'avez tous un peu évoqué à travers vos différents témoignages et expériences. Le nerf de la guerre, mine de rien, c'est le recrutement. C'est vos équipes, vos collaborateurs, ceux qui vont aller en mission ou promouvoir leurs compétences. Comment vous faites pour recruter et comment vous vous démarquez justement des uns des autres pour attirer les talents chez vous? Alors, peut-être Charles pour commencer. Alors, moi, aujourd'hui, je représente une start-up technologique. Donc, bien évidemment, les profils qu'on va rechercher, ça va être des profils qui ont une envie de s'impliquer dans du développement software, c'est-à-dire une envie de voir progresser leurs travaux, de ne pas. Et là, c'est une différence et c'est une facilité qu'on a recruté dans une start-up technologique par rapport à un cabinet de conseil, où finalement, les personnes qui vont nous rejoindre savent à l'avance qu'ils ne vont pas avoir à refaire les mêmes choses X fois chez X clients. Ils vont plutôt avoir une logique incrémentale de création de valeur au niveau de notre software. Par rapport à tout à l'heure, on avait effectivement, à juste titre, Alvin qui expliquait qu'aujourd'hui, ce paysage en termes de profil n'a jamais été aussi large. Et bien évidemment, on parlait il y a quelques années de l'ingénieur Big Data, on parlait du data scientist, depuis 2-3 ans, on a vu une myriade d'autres métiers qui sont apparus. Je vais rester sur la partie purement analyse de données, qui est mon cœur métier. On a bien évidemment aujourd'hui une différence entre le machine learner et le data scientist avec une dimension métier. On va avoir des ingénieurs qui vont être spécialisés sur la partie MLOps, c'est-à-dire le suivi de la bonne santé d'un algorithme, le suivi des dérives que peut avoir un algorithme en production. On va avoir également de nouveaux métiers qui sont de plus en plus, en tout cas des expertises au niveau de l'explicabilité, au niveau de l'éthique des algorithmes et la capacité à construire à la fois des jeux de données et des algorithmes qui peuvent apporter des garanties au niveau des biais. Et puis on va avoir, et là je dirais c'est une constante, toujours cette nécessité d'avoir au sein de ces différents profils une connexion au métier. Autrement dit, le data scientist reste et restera toujours le fer de lance de la transformation digitale des entreprises, avec cette nécessité absolue de pouvoir toucher au métier, de pouvoir toucher aux problématiques. C'est ce qui fera toujours la différence avec un développeur, comme on a pu en connaître sur des sujets purement de développement informatique. Ok. Ok, très bien. Donc, c'est vrai que ça, c'est le principe en général de l'entreprise spécialisée ou de la start-up. Mettre en avant ce côté un peu, comme tu viens de le décrire, Charles. Et toi, au niveau Alvin, de chez Innotom, comment vous faites pour recruter? Alors, dans le recrutement, il y a plusieurs volets. Il y a comment on attire aussi et comment on est donc visible, comment on partage son savoir-faire. On a donc, tu l'as dit, donc on est passé de GFI à Inetum, puisqu'en fait, on avait une marque qui était assez ancestrale dans le monde de l'ESN, plus de 45 ans. Et typiquement, par rapport à ça, il fallait qu'on bouge aussi sur le marché pour se visibiliser, premier point. Le deuxième point, sur la thématique de la donnée en particulier, on a fait un recensement qui a montré qu'on avait quand même à peu près 1300 personnes sur ce sujet, qui couvrait du data management jusqu'à la partie IA et algorithmie.
Et on est en train, du coup, de bien positionner une gouvernance dans notre organisation France et puis pays pour attirer les talents. Alors, pour attirer les talents, c'est justement au travers de ces webinaires, il y a d'autres endroits d'expression pour déjà repositionner sur le marché, finalement, qu'est-ce qu'on attend. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on attend de la part de nos consultants et qu'est-ce qui les attend, eux, chez les clients. Donc, il y a une foultitude de sujets sur lesquels ils peuvent bien sûr se positionner. Donc, on a dit les interactions avec les startups. Parfois, chez nous, au niveau de l'innovation, on prend des PhD pour travailler sur des thématiques en particulier, sur l'analyse sémantique, l'analyse d'images, vidéo, etc., ou des choses plus orientées usine 4.0. On a aussi là-dedans des équipes terrain spécialisées sur lesquelles effectivement, on pourrait penser de loin qu'on peut répéter des choses chez les clients. Néanmoins, chaque client a un tropisme différent, un rapport à la donnée, une culture différente, une traction marché et donc finalement une organique autour de la donnée qui est différente. Donc finalement, il n'y a pas tant de répétitivité que ça. Et puis en dernier lieu, on a couplé sur le recrutement deux choses, des tests qui sont de l'ordre de l'appétence technologique ou de la maîtrise technologique sur les langages, sur les technos, sur la performance. Et en même temps, on a, avec des équipes en neurosciences, travaillé sur un calculateur qui score quantitativement le mindset, qui est quelque chose de vraiment fondamentalement déterminant dans la performance de nos consultants. Donc, on met un niveau de performance assez avancé au travers de ça, avec différents segments qui permettent de rentrer dans une vision un peu guidance, qui permet de se dire, bah voilà, quand vous faites une transition de métier ou quand vous arrivez, vous êtes jeune diplômé, eh bien, vous avez un vecteur, on va dire, de croissance sur ce type de métier où vous êtes à l'aise, puisqu'en fait, votre façon de réfléchir, votre façon de vous adapter, finalement, tous les outils que vous avez dans votre posture mentale est favorisante pour ce type de métier. Voilà. Et donc, il n'y a pas ni bien ni mal, c'est une guidance qui permet de se positionner par rapport à ça. Et ça change la donne chez nos architectes qui drivent beaucoup les projets en termes d'architecture. Je rejoins Jean-David. C'est un vrai bazar. Et bien évidemment, c'est pas en 5 minutes qu'on va déplier la carte. Je te rejoins complètement sur les API et tous ces sujets, les intrications. Et puis, on tire la pelette de laine. Il y a tout qui se passe sur la figure, les investissements d'avant. On peut parler des COMEX qui sont positionnés. Ça change. Enfin bon, c'est un vrai sujet. On pourrait passer des jours entiers dessus. Et donc, finalement, eux, quand ils ont des nouvelles ressources qui arrivent, ils veulent savoir si elles vont tenir la charge, si elles sont en capacité de rentrer dans l'intelligence métier rapidement, et de maîtriser la technologie dans le contexte client, en plus en embarquant du client, parce qu'il ne faut pas oublier que les équipes agiles, elles sont mixtes. Donc, c'est un sujet. C'est un sujet, il faut avoir du plaisir dans la complexité, dans le partage, dans l'échange, avoir du challenge dans la performance et puis, voilà, avoir du plaisir à travailler en mode relais. Hein. Je passe à un moment, Charles parlait du MLOps, je passe et je lâche donc ce que j'ai créé pour le data scientist, il crée un algorithme, et donc il faut qu'il lâche ça vers un autre. Et c'est un vrai travail. Donc voilà, à tous les étages, il y a des choses assez fantastiques à découvrir dans ce type de métier. Oui, effectivement. Si je peux me permettre de rajouter, nous, quand je recrute des candidats sur l'ensemble de ces postes techniques, ce que je vais leur dire, pour marquer un peu les esprits, ce que je recherche avant tout, c'est des schizophrènes de la donnée. Par schizophrène de la donnée, qu'est-ce que j'entends? Parce que finalement, effectivement, malheureusement, ou je dirais heureusement, parce que c'est ce qui fait aussi un peu le piment de ce métier, un data scientist au sens large, il va avoir, comme l'a très bien dit Alvin, l'obligation d'être capable de discuter technique, de discuter avec des PhD, de discuter sur des modèles de mathématiques, et en même temps d'être capable de discuter potentiellement avec du COMEX. Il va avoir également la nécessité de pouvoir avancer très rapidement, comme je dirais en mode commando, sur des sujets pour pouvoir défricher et identifier s'il y a de la valeur, puis lâcher sa casquette de commando et prendre la casquette du policier pour structurer, documenter et mettre en production de manière propre, faire en sorte que ça soit réutilisable. Il va falloir également qu'il puisse, et on parle de conseil, donc c'est encore plus le cas, de travailler dans différents secteurs d'activité, donc de rentrer sur différents sujets métiers. Et on pourrait comme ça multiplier, en fait, vous voyez, les dichotomies, les oppositions qu'il peut y avoir un peu dans ce métier au quotidien. C'est ce qui fait bien évidemment le piment, mais ce qui rend aussi complexe le fait de recruter des profils aussi complets. Alors justement, Alvin, combien de recrutements prévus pour Innotom cette année? Waouh.
Ah bah écoute, y a pas, enfin, je veux dire, si on, la louche, à la louche comme ça sur c'est en dizaines, centaines. ah ben on est en centaines là. Si on pouvait en recruter 200, on pourrait les sourcer et positionner. Hein. C'est pas le sujet. Hein. Là, je pense que En Jean-David faire la a raison. qualité, Le marché, il est hyper demandeur. Il y a une problématique aussi de, justement, de où est-ce que je vais en tant que consultant, dans quel cabinet je vais, pour quel besoin, quel sujet. Et aujourd'hui, il y a la compétition, il n'y a pas que les cabinets, il y a les intégrateurs aussi, il y a les sociétés spécialisées, il y a aussi les clients, parce qu'ils ont leur lab. Donc au final, bon, on va dire que de l'autre côté, sur le demandeur d'emploi, il est confort, hein, il a le choix. Par contre, il faut qu'il sache faire un choix en connaissance de cause. Voilà. C'est plus ça, je pense, qu'il faudrait qu'il se pose comme question. Ou en termes de parcours, j'apprends de la technologie si j'ai une appétence consulting métier, je monte. Ou alors je passe d'un grand câble et puis finalement, je m'aperçois que la maîtrise et la connaissance d'écosystème des startups en NLP, c'est vachement intéressant. Donc, je vais me faire une vision de ça, je vais devenir un peu spécialiste du benchmark, etc. etc. Voilà. Vraiment, voilà. faire ses choix en fonction de sa carrière espérée, en Oui. fonction de son chemin. Ok. Charles, en quelques mots, et après on va écouter Jean-David. Combien tu recrutes, même si j'imagine que c'est des proportions à taille plus humaine, à ton échelle en tout cas. Bien évidemment, on est une startup technologique, on est en série A. Aujourd'hui, nous, on a une forte croissance à la fois interne sur notre technologie, également en termes d'intégration de notre solution auprès de nos clients. Donc, on va rechercher sur l'année une dizaine de personnes, principalement des data ingénieurs, donc des personnes qui ont la capacité à mettre en production, à ordonnancer, à orchestrer notre solution et nos algorithmes, mais également des data analystes et data scientists qui peuvent aller identifier et traduire des besoins métiers en algorithmes à ajouter à notre plateforme. Très clair. Jean-David, ton retour sur tout ce qui a été dit et comment PwC voit les choses. Alors, exactement. Alors, moi, je vais faire ça en 5 points. Le premier, là, sur la partie comment on attire et on retient nos talents. Donc, le premier point, et là, je parle en tant que PwC Big Four, c'est la diversité de nos missions, audit, conseil, tax and legal et M&A. Ça veut dire beaucoup de missions aujourd'hui de conseil dans des sujets de fusion-acquisition, dans des sujets juridiques, dans des sujets taxes, dans des sujets conseil au sens large sur un certain nombre de métiers avec des verticaux d'industrie très forts, notamment banque assurance, retail et customer, mais pas que, et puis aussi des horizontaux et des practices sur la partie achat, sur la partie supply chain, juste pour donner quelques exemples. Donc ça veut dire une très forte diversité de missions, et c'est aussi ça qu'on vient chercher dans le conseil. Je ne crois pas du tout aux data scientists moutons à 5 pattes. Il peut exister de manière très 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 rare. En venant chez PwC, c'est plutôt d'avoir la bonne équipe avec un expert des risques, un expert finance, un data engineer, un data scientist. Et c'est comme ça aujourd'hui, en tout cas que nous, on a de l'impact chez nos clients. C'est plutôt en mettant la bonne équipe qu'en ayant le mouton à 5 pattes, qui est extrêmement rare, mais quand on l'a, évidemment, on fait tout pour le garder. Le deuxième sujet, c'est l'international. Sur ces sujets-là, on a toujours quelqu'un dans le réseau, au Canada, au Suisse, en Allemagne, en Australie, au UK. Nous, on travaille beaucoup avec le UK parce que historiquement, ils sont quand même quasiment 4 fois plus gros que PwC France. Et donc, on travaille avec l'international, et puis il y a beaucoup d'investissements et d'échanges qui sont faits sur des sujets. On parle, par exemple, on travaille beaucoup sur les sujets d'algorithmes, sur tout ce qui est lutte anti-blanchiment, sur les détections de patterns et de signaux faibles. Sur ces sujets-là, on partage beaucoup. C'est des sujets qui sont dans le monde de la finance internationale. On échange beaucoup, on a ces échanges sur ces sujets-là, mais par exemple sur les sujets ESG ou d'autres, on a sur la partie Europe et internationale. Le troisième point, c'est la formation. Donc on a formé l'ensemble de nos ressources et de nos consultants. Donc on en a beaucoup parlé il y a maintenant 18 mois dans un programme qui s'appelle New World, New Skills. On les a tous formés, nos consultants, à la manipulation de données avec Alteryx, avec Tableau, avec Power BI. On a formé une partie de ce qu'on appelle Digital Accelerator, dont les consultants de manière beaucoup plus avancée, alors que là avec 40 jours de formation avec du Python, mais aussi beaucoup de nos consultants sur l'ensemble, avec d'un côté tout ce qui est
agile, hein, parce que de plus en plus, tous ces projets qu'on a technologiques, voire data, avec les hyperscalers pour la plupart, sont faits de manière agile. Et puis aussi la partie design thinking, expérience, hein, pour tous les développements front et back, on a besoin d'avoir ce sujet d'expérience et c'est aussi aux consultants d'avoir cette expérience. Voilà, donc ça c'était le troisième point, la formation. Le quatrième point, c'est les investissements qu'on fait au niveau des réseaux sur nos plateformes. Donc c'est assez intéressant parce que nous on accompagne nos clients à mettre en place leur data lab, leur digital lab, leur data hub, leur data lake. Alors, en fonction, les noms se recouvrent. Enfin, souvent on parle quand même d'organisation et puis d'instances centralisées pour pouvoir partager des données. Donc on a nous cette plateforme là qui a été faite au niveau du réseau. Globalement, sur l'ensemble de nos 250 000 collaborateurs peuvent partager au sein d'un même métier, intégrer des données, manipuler des données, partager des données avec nos clients. Donc, on a un investissement qui est très fort et à nouveau que PwC France ne pourrait pas aujourd'hui porter, et il est bien dans le cadre de ce réseau. Et enfin, le dernier, et pour certains n'est pas des moindres, pour ceux qui ont la chance quand ils ne sont pas en télétravail, d'être dans notre cadre aujourd'hui à Neuilly. On a le plus grand parc privé de Neuilly et on a vu toute la valeur d'avoir un espace extérieur et on l'a tous les jours pour ceux qui passent au bureau. Et puis quelques règles aussi de ce qu'on appelle le care dans le dress your day. Vous vous habillez comme vous voulez. Quand vous voyez un client, vous vous envoyez en face. Mais on a aussi toutes ces règles qui nous permettent d'attirer, et je finirai là-dessus. Je crois que David a un problème de son. Charles ou Alvin, vous pouvez rebondir. Je pense que la troisième partie. Prendre quelques notes. Ouais, bien, je pense qu'on peut se dériver à la troisième partie qui est finalement en guise de conclusion. Si on pouvait finalement chacun apporter notre vision, on l'a vu, ce n'est pas vraiment une ennemie, l'IA, c'est une amie. En tout cas, c'est une amie qui force la transformation du monde du conseil. Donc, si on pouvait donner notre point de vue sur l'évolution du rôle du consultant et plus largement du secteur qui va devoir apprendre à vivre avec l'IA. Comment on pense chacun d'entre nous, comment on voit le secteur du conseil dans les prochaines années. Je crois que David essaye de une tentative de retour. Alvin, ouais. Aborder le dernier point et prendre des questions. On l'a perdu. Allez, vas-y, Alvin. On l'a perdu. Oui, donc effectivement, à la question qui est posée, encore une fois, ça reste un marché en pleine expansion, en devenir, qui est naissant, émergent, qui va aussi, et on l'a pas forcément rappelé, mais on voit qu'il y a une accélération sur l'apparition des nouveaux métiers. Et l'IA va être un inducteur aussi de cette accélération, clairement. Donc finalement, si on revient aussi sur l'historique, on avait, à chaque fois qu'il y a une tendance marché en termes de métiers, on a essentiellement une diversification qui va s'opérer à partir d'une branche qui émerge, et c'est quasiment des principes du vivant qui fonctionnent comme ça. On les retrouve. Donc, on va avoir de la spécialisation qui va arriver. On pourrait aussi faire un peu de perspective pour parler de la place de l'IA plus tard sur les méta-plateformes en capacité de gérer toute la partie sur le grid, sur le smart grid qui va arriver, les interconnexions avec les voitures connectées, celles qui seront autonomes, stade 3 et 4, qui vont arriver. On travaille avec un certain nombre d'acteurs sur ce volet-là. En tout cas, on sera connecté de partout. Il y a un espèce de méga réseau qui sera plus seulement le réseau de l'Internet sur lequel on a connu des Google & Co. On va avoir des réseaux un peu plus cachés dans lesquels les machines vont interagir entre elles et sur lequel donc l'IA va encore passer des étapes, sans parler de tout ce qui se passe dans les films américains, bien évidemment. Aujourd'hui, se positionner sur ce type de marché, c'est être acteur, et je le pense positif. Il y a aussi un devoir citoyen à se poser au travers de cette posture, parce que typiquement, le rôle de la donnée va être de plus en plus critique sur un certain nombre de filières métiers, sur un certain nombre d'automatisation, sur un certain nombre de services qui va arriver.
sur lequel, encore une fois, même quand on est en cabinet, on a du mal à faire de la perspective. On n'a pas parlé de l'ubérisation, mais c'est un autre sujet aussi où typiquement sur des marchés des voitures LOA, LLD, j'ai accompagné un acteur sur le sujet récemment en stratégie data avec son COMEX sur le positionnement. Est-ce que jusqu'où il allait, où est-ce que peut aller son métier et quel est le choix qu'il fait. Voilà. Donc il y a des choix d'entreprise aussi qui vont toucher à ça et c'est pour ça que les entreprises ont besoin de personnes qui sont rompues à ce type d'exercice du travail de la donnée depuis les données sources brutes, son raffinage, son stockage, son exploitation. Mais ce n'est pas seulement un volet technologique. Donc, encore une fois, ce n'est pas un ennemi, c'est quelque chose sur lequel on doit apprendre ensemble et pour une fois aussi, revenir sur les principes de communication et de clarification du positionnement des apports de chacun pour que l'entreprise, les institutions publiques également puissent l'approprier à juste titre. Parce qu'encore une fois, on n'a parlé que de la France, mais il se passe plein de choses à l'international. Charles a parlé du jeu de Google sur moi, je suis le géant de la consommation de la donnée et de sa monétisation. Il y a d'autres tropismes. Il y a des acteurs aujourd'hui sur la plaque asiatique qui sont en train de monter en puissance sur ce volet. Pas les mêmes instances de régulation non plus. Côté Chine, voilà, on analyse sur des milliards de personnes en quotidien finalement l'expression sur le visage. Donc, on va en déduire tout un tas de choses qui vont arriver sur le marché demain. Et quand elles vont arriver par d'autres biais, eh ben nous, consommateurs et habitués de la consommation sans réfléchir, on va le faire. On va acheter ces produits, ces services. Donc, il y a aussi une posture de mise en conscience de la population par rapport à ça. Et que du coup, vous voyez que le métier, il est, mais ça se déplie vraiment du multidimensionnel, quoi. Ok, merci. En tout cas, je vais passer peut-être quelques questions qu'on a sur le chat. Alors, je vais prendre peut-être cette question. À quel point, par exemple, l'événement de l'intelligence artificielle impacte les profils à recruter? Est-ce que vous-même, par exemple, vous servez de l'intelligence artificielle pour recruter des profils? Who's first? Alors, Jean-David, peut-être. Alors, on a fait des essais. Attention, révélation. Non, il y a plusieurs points. C'est que sur la partie ressources humaines, c'est pas aujourd'hui là où il y a le plus de cas d'usage. Enfin, on sait tous qu'aujourd'hui les cas d'usage, ils sont à presque à 50% sur les sujets autour du data marketing, de la relation client, et puis après il y a les sujets de supply chain, de finance, d'opération. Les sujets RH, pour diverses raisons. D'abord, les ressources humaines, c'est pas des donneurs d'ordre qui ont beaucoup de budget aujourd'hui dans le cadre des missions de conseil. Elles en ont, hein, mais c'est pas aujourd'hui la direction qui achète le plus de consultants. Et ensuite, on a des vrais sujets de données personnelles dans ces directions-là. Donc, c'est pas là où il y a le plus de cas d'usage. Maintenant, il y en a quand même quelques-uns. Donc, nous, on a travaillé notamment avec des startups sur tout ce qui est parsing de mots-clés de CV, hein, parce qu'on reçoit plusieurs milliers de CV par an. Donc oui, c'est des choses du parsing de mots-clés, du scrapping au niveau des réseaux sociaux. Restera toujours, ça c'est quand même important, la part de l'humain dans le processus. On va pas aller vers des enregistrements de vidéos et d'analyses aujourd'hui. C'est pas des choses sur lesquelles on va aller, où je sais que certains y vont. Je voulais juste rebondir un tout petit vite sur les profils. Peut-être deux choses. Les profils, on sait très bien qu'il y a on a parlé de toute une partie de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui arriveront. Donc moi, quand on me demande, mais finalement, est-ce que je dois continuer mes études de master spécialisé et autres, je dis plutôt non. Viens dans la vie active et continue toujours à rester entre guillemets sur la vague. Ce qu'on va demander, nous, ce qu'on demande toujours entre guillemets à nos consultants, ça va être d'abord les soft skills, puis les soft skills, puis les soft skills et la curiosité. Toujours d'être curieux et toujours de continuer à apprendre dans ce métier du conseil parce que ça n'arrête pas de bouger et surtout ça bouge pour moi qui ai commencé avant les années 2000. Il y a une accélération très forte du changement. Donc, non seulement il faut toujours rester sur la vague, mais en plus il faut limite courir quand à l'époque on marchait. Et nos métiers aujourd'hui, Charles parlait entre guillemets du tout fait.
des équipes de Google. Aujourd'hui, nous, on aide, à contrario, il y a beaucoup de données, on aide nos clients parce que justement, il y a trop de choses, il y a trop de données. Et donc, comment ils s'y retrouvent, même s'il y a des choses toutes faites. Et puis, on est aussi indépendant. Ça, c'est important dans ce monde du conseil. Aujourd'hui, beaucoup de mes clients volontairement vont travailler avec de l'AWS, avec du GCP, parce qu'ils ne veulent pas être complètement avec un des acteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, beaucoup plus largement, tu parlais de la Chine, Alvin, autour des dépenses. Aujourd'hui, les digital marketing, qui sont presque à 80 ou 90% entre limite deux acteurs, Facebook et Google. Donc, il y a une très grosse dépendance très, très, très forte par rapport à ces acteurs. En tant que consultant, on est indépendant des technologies. Évidemment, on travaille avec des alliances, mais on n'a pas d'alliance exclusive. On apporte aussi cette indépendance par rapport, entre guillemets, aux deux personnes qui vont nous attaquer sur notre core business du conseil. Et le dernier point, un peu sur les business models, je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure, l'avènement de l'hyperscaler et du cloud nous permettent de développer des nouveaux business models. Alors, à la fois d'aider nos clients, et ça c'est important quand on fait du conseil en stratégie, on travaille sur des nouvelles offres, quand on travaille sur des nouveaux services, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'accompagner nos clients, de lancer de nouveaux produits et services que c'était il y a 20 ans. Et donc, nos clients ont aussi besoin d'être accompagnés sur ces aspects de ROI, de business model, comment les développer, comment les déployer, comment les mesurer, l'impact sur la top line, sur la bottom line. Ça, c'est important. Mais c'est aussi des nouveaux business models pour nous en tant que cabinet de conseil, avec on va travailler sur du data managed services, et là je parle particulièrement sur des choses que je connais, parce que certaines tâches liées à la data aujourd'hui dans le cycle de vie, de la stratégie, de la préparation, de la mise en qualité, les sujets de gap analysis par rapport aux réglementations ou d'audit, on va demander à des gens comme nous qui connaissons très bien les process, l'IA et la data, d'avoir des services nouveaux, récurrents, et on avait des forfaits d'intégration, on parle beaucoup des jours hommes et des TJM. De plus en plus, on voit passer des nouveaux business models aussi pour nous sur des services managés. Voilà. Alors, peut-être pour faire le pont, et on va conclure après sur tout ça. Jean-David, tout à l'heure, tu as parlé du troisième point qui était la formation sur le côté recrutement. Alvin, je vais vers toi. Donc, vous êtes dans des volumes de recrutement aussi importants. Est-ce que la formation chez vous, c'est quelque chose qui est mis aussi en avant? Et on va aller aussi plus loin sur le business model, par exemple, des cabinets. Je voulais aborder tout à l'heure, il y a eu de plus en plus de cas. Je pensais notamment à Artefact et Carrefour, Accenture, Octo. Enfin, de plus en plus de cabinets de conseil s'allient à parfois leurs clients, leurs propres clients, pour des solutions vraiment sur mesure. Comment chez Inotum vous évoluez dans tout ça? Et après, je verrai avec Charles et on conclura sur ça. Alors, sur les deux questions que tu m'as posées, donc la première sur la formation, bien évidemment, puisqu'on est un acteur technologique depuis 45 ans, ça fait partie de notre ADN. Comme le disait un peu Jean-David, on a effectivement des partenariats assez avancés en termes de volume qui nous permettent d'avoir des accès à plein de choses chez les hyperscalers et d'autres. On s'attache bien évidemment à garder cette forme pas de parti pris, mais plutôt il y a une technologie et des choix aussi d'entreprise qui sont justes par rapport à des pavés technologiques qui sont plutôt hybrides d'ailleurs. Hein. Donc Jean-David l'a souligné sur tout ce qui est hybridation des clouds pour sortir à un moment d'un vecteur technologique hégémonique quelque part. Donc tout ça, on le travaille au travers de la formation également. Donc ça dépasse la technologie, ça a aussi la prise de conscience. Donc il y a qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je dois être conscient dans mon métier de consultant pour l'impact technologique et aussi organisationnel et du soft skills. D'où le fait de travailler avec des équipes en neurosciences pour positionner finalement les endroits sur lesquels on est performant, les zones sur lesquelles on doit se développer. Donc là, on a effectivement des lignes sur lesquelles les neurosciences nous pointent des éléments qui sont importants de travailler. Donc, il y a ce deuxième volet. Et maintenant, sur le volet business model, clairement, c'est quelque chose qui se travaille, qui est très particulier à chaque entreprise, chaque pays. Typiquement, j'ai deux choses en tête. Moi, avec Airbus, on avait travaillé il y a quelques années sur l'intégration
d'un calculateur pour le meilleur trajectoire de vol sur la 380. Finalement, c'est quelque chose qui était absolument génial. On a développé ça en mode service, en mode agile, avec l'analytique embarquée. On a fait gagner plusieurs pourcentages sur la consommation en vol, donc c'est déterminant. Finalement, c'est un service qui a été développé pour l'ensemble des airliners et c'est revenu chez Airbus. Et donc, quelque part, nous, on a été co-auteurs du sujet, mais on n'avait pas contractuellement validé le sujet pour que Airbus le reprenne et puis le diffuse au niveau planétaire. Le deuxième, c'est plus chez Rolls-Royce, on équipe toute la plateforme des objets connectés, enfin des moteurs connectés. Il y a plus de 12 000 moteurs sur en 24/7 all over the world. On a 4 500 utilisateurs de la plateforme. Là, on est sur des business models qui permettent à Rolls-Royce notamment de rentrer sur le volet je te vends un moteur à l'heure de vol en fonction de sa niveau de qualité. Et le niveau de qualité, c'est je tombe pas en panne, ni en vol, ni sur le tarmac. Ce qui fait que ça fait des savings de plus de 200 millions d'euros à l'année. Donc là, sur les business models, il y a des niveaux contractuels qui sont dynamiques également en termes de rentabilité des deux côtés, côté airliner, d'un côté, on va dire, celui qui construit le moteur, quoi. Donc vraiment, ça, c'est des business models hyper complexes, très verticalisés. Et puis, les clients, ils sont entre les deux, quoi. J'ai envie de dire, ils se positionnent ou ils se positionnent pas. Ils sont conscients ou ils sont pas conscients. Ils ont envie ou pas. Il y a le board qui va avec. Il y a des prises de risques. Et donc, tous ces sujets de business model, c'est effectivement, il y a aussi le financier qui va rentrer en ligne de compte et du juridique, quoi. Donc, c'est vraiment un domaine sur lequel, encore une fois, au titre du plaisir à travailler dans ces écosystèmes complexes, soit avec des purs experts sur le domaine, soit avec des gens qui vont prendre le bâton avec du leadership pour pouvoir faire porter le sujet en interne. Et ça, je lâche pas mes clients sur ces volets-là. Il faut absolument qu'ils aient des leaders en interne. Nous, on apporte de temps en temps aussi des leaders, mais pour le fond du sujet, pour la transformation, il faut du leadership d'un côté ou de l'autre. Charles, pour conclure, et après, je laisse la parole à Jean-David pour un dernier mot, et on terminera là. Oui, bien sûr, David. Donc, effectivement, je vais me concentrer sur la partie business model, bien que sur la partie recrutement, j'avais aussi des choses à dire, mais je vais me concentrer sur la partie business model, puisque effectivement, beaucoup de choses ont été dites et très juste. Moi, je partage quasiment tout ce qui a été dit. Donc, au final, moi, ma conclusion serait que l'IA pour les cabinets de conseil, on l'a vu, c'est ni une ennemie ni un ami en tant que tel, c'est une opportunité, notamment pour le consultant, de se décharger d'une partie un peu ingrate, historique de son travail, pour aller se concentrer sur des tâches à très forte valeur ajoutée, où là, il y a une demande également des clients en termes d'accompagnement. On va parler, c'est là où on parle d'intelligence émotionnelle. Le consultant, on aura toujours besoin de lui, parce que c'est lui qui va connecter les points, c'est lui qui va permettre, Alvin vient de l'illustrer parfaitement, qui va créer de nouveaux modèles d'affaires pour l'organisation, notamment de par ses expériences externes. Les cabinets de conseil vont devoir se transformer, c'est certain. On l'a vu, ils vont devoir prendre un virage, selon moi, au niveau du software. Là aussi, Alvin l'a très justement illustré. Ce virage, il est, à mon sens, pour le coup, moi, voilà, c'est quelque chose qui est fort, hein, c'est une idée qui est forte. Ce virage, il est indispensable. Ce virage, il va être fait à la fois en nouant des partenariats avec des startups. Il va être fait également en créant des écosystèmes qui vont allier à la fois les entreprises technologiques, à la fois les entreprises capables d'amener le changement, le management du changement dans l'organisation, et également de créer de nouveaux modèles d'affaires pour le client final. On l'a vu, ce monde du conseil a beaucoup changé ces dernières années. On peut citer quelques exemples. BCG qui a créé une équipe dédiée il y a quelques années et qui a surtout, il y a quelques mois, noué un partenariat fort avec DataRobot, qui est un acteur mondialement reconnu sur l'analyse de données. On a McKinsey en UK qui a racheté donc, par l'externe une entreprise, Quantum Black, qui fait finalement de l'IA en mode software. David, toi, tu as cité quelques exemples français, donc on le voit, l'IA rebat les cartes dans le monde du conseil, mais effectivement va créer un besoin encore supplémentaire d'intelligence. Ce besoin, donc le consultant va être encore plus nécessaire pour son intelligence. Je parlais d'intelligence émotionnelle, je parlais également évidemment d'empathie, c'est ce qu'on demande avant tout à un consultant, empathie pour comprendre l'organisation, les modèles d'affaires et mieux les transformer. En une minute, Jean-David, le mot de la fin.
C'est le mot de la fin. Moi, je vais vous remercier déjà Charles et Alvin parce que c'était super d'échanger avec vous et assez complémentaire. Et je retiens que on est globalement d'accord sur l'aspect ami, même si moi je le vois à 100% ami et Charles le voit un peu moins. La transformation tu citais les exemples, Charles, la transformation des cabinets de conseil, c'est pas elle va, elle est vraiment, elle est déjà bien opérée. Hein, et moi je la vis tous les jours et c'est aussi pour ça, en tout cas, que je suis venu maintenant chez PwC, c'est pour transformer pour PwC, pour prendre toute cette dimension sur l'ensemble de nos forces vives. Et c'est vrai que on parlait recrutement. Le recrutement chez PwC dans les 12 prochains mois, ça va être de l'ordre de 1700 personnes, avec une bonne partie, certes, de notre partie audit, mais pour le reste, ça sera des consultants et des consultants qui auront en fait cette formation qu'on fera au-delà de nos recrutements, parce qu'il faut embrasser toute cette transformation au sens large technologique, d'hyperscaler, de cloud et du digital. Et tout ça, le carburant de tout ça, ça sera à la fois la data et puis le moteur, ce sera nos algorithmes. Donc, on a encore énormément de choses à voir et à faire sur ces sujets ensemble dans ce monde passionnant, en tout cas moi qui me passionne tous les jours, moi, mes équipes, et puis autant Alvin et Charles le voient aussi. Vous avez aussi les sujets qui brillent quand vous voyez les challenges qui nous attendent ces prochains mois. Voilà. Merci messieurs, merci beaucoup Jean-David, Alvin, Charles. Merci à tous. Évidemment, j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions pour les participants qui nous écoutent et qui nous écouteront sur le replay. N'hésitez pas à poser encore vos questions. Je vous invite bien évidemment à postuler chez PwC, Inetum et chez Pactonix et à nous retrouver le 4 novembre prochain au Forum Data Days pour se rencontrer en direct. À très bientôt. Merci encore messieurs et merci pour votre participation. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.